FM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et on va maintenant parler des entreprises américaines avec Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Merci à vous. On va d'abord évoquer une grosse opération de fusion-acquisition qui a été annoncée en début de semaine aux États-Unis dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'est le laboratoire AbbVie qui rachète le fabricant du Botox. C'est donc le groupe Allergan, mais aussi le fabricant de Lumira. C'est un traitement contre la polyarthrite et il est considéré comme le plus vendu au monde. Alors ça explique peut-être le montant de cette acquisition, 63 milliards de dollars. C'est énorme. Oui, c'est absolument énorme. Effectivement, AbbVie est une très grosse société pharmaceutique américaine qui capitalise à peu près 120 milliards de dollars avant l'opération sur Allergan. Et effectivement, ils sont dans une situation où Lumira, leur principal médicament, représente quand même 61% de leur chiffre d'affaires. C'est considéré comme le plus gros médicament au monde. Ils sont dans une situation où ils sont plus dans l'exclusivité de la vente sur l'Europe, puisqu'il y a des biosimilaires qui sont arrivés et qui sont venus en fait copier leurs médicaments à cause de la fin des brevets. Et sur le marché américain, ça va arriver également en 2023. Donc du coup, le problème, c'est une histoire de pipeline. Le problème, c'est une histoire de pipeline, c'est une histoire de baisse de leur top line et de pipeline à venir. Et donc le fait de pouvoir acheter Allergan, qui était quand même une société qui pour le coup était intéressante, mais avec un peu de défiance en fait de la part des investisseurs depuis plusieurs années, puisque sur 5 ans, Allergan perd 45% en bourse. Donc c'est quand même pas un des grands investissements de ces dernières années. Allergan, en fait, c'est une société qui principalement, oui, fait du Botox, mais qui également a développé d'autres médicaments. Et on reprochait à cette société deux choses. La première des choses, c'était que le patron était à la fois CEO et chairman, et donc beaucoup d'investisseurs demandaient à ce qu'il y ait une dissociation des deux. Parce qu'aux États-Unis, les deux fonctions sont souvent séparées. Exactement. Et donc il a jamais voulu en fait séparer ces deux fonctions. Et puis deuxièmement, ils avaient à peu près 30% de leur chiffre d'affaires liés à des médicaments dits OTC de médecine générale, qui est un marché beaucoup plus... Alors OTC, on va traduire, donc c'est over the counter, donc c'est la médication familiale, c'est l'automédication. C'est exactement ça, et donc ça c'est intéressant, mais c'est pas très, comment dire, ça marge peu, il y a peu de croissance, et c'est plutôt un marché mature. Et donc le marché poussait à ce que Allergan spin-off, donc sépare, en fait, se divise en deux, sépare cette partie-là. Et donc du coup, cette société Allergan a de moins en moins intéressé les investisseurs. Néanmoins, ça a intéressé AbbVie, qui a annoncé il y a 2 jours une opération, quand même 84 milliards. Donc je rappelle, AbbVie capitalise 120 milliards avant l'opération, rachète une société à 84 milliards incluant la dette. Et quand on analyse quand même plus en détail, on se rend compte que c'est plutôt un deal financier plus qu'un deal en réalité de pipeline et autres. C'est surtout parce qu'en fait aujourd'hui l'argent coûte pas très cher pour AbbVie, et que le rendement d'Allergan est quand même intéressant, de l'ordre de 6%. Donc on emprunte autour de 2,5-3% et on place sur quelque chose qui rapporte 6%. Est-ce que c'est pas aussi un rapprochement défensif quand on voit notamment la pression des autorités américaines pour limiter le prix des médicaments? Est-ce que les laboratoires n'ont pas intérêt à se rapprocher pour être plus forts? En fait, les laboratoires ont de toute façon, ces derniers temps, la volonté, la stratégie de se recentrer sur leur métier de base, c'est-à-dire de sortir en fait là où ils ont des positions peu importantes, et donc de se recentrer là où ils ont des parts de marché significatives. Après, la question de l'encadrement des prix des médicaments aux États-Unis est évidemment une question électorale qu'on voit arriver à nouveau. On l'a vu à l'époque en 2015 quand Hillary Clinton avait lancé sa campagne en disant « Moi, présidente, j'encadrerai les prix des médicaments ». Ça avait créé un mouvement de défiance un peu des investisseurs vis-à-vis de cette thématique, notamment les grands labos et les sociétés de biotechnologie. Il faut savoir qu'à l'époque, la valorisation de ces sociétés-là était bien plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Là, à nouveau, puisqu'on est en pleine primaire démocrate... C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Exactement. Et donc, c'est un peu ce qui oppose, disons, les démocrates aux républicains. Et c'est en réalité une frange des démocrates, parce que c'est pas l'intégralité. Maintenant, il y a 20 candidats démocrates là hier, donc ils ont été 10 à faire un show télévisé pour expliquer leur point de vue. Il y en aura 10 ce soir à nouveau. Mais sur ces 20, en fait, il n'y en a que quelques-uns qui aimeraient en fait créer un seul payeur public, un peu la sécurité sociale comme à la française, mais aux États-Unis. Et donc ça peut créer des inquiétudes, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Sur 100 € dépensés dans le monde dans la santé, vous avez seulement 20 € qui sont dédiés à l'achat de médicaments, ou l'achat de médicaments chimiques ou l'achat de médicaments biologiques. Par conséquent, quand on parle de l'encadrement
l'encadrement des prix des médicaments et donc de cette inquiétude politique qu'il peut y avoir, ça ne touche que 20% du marché global de la santé. Donc ça reste une menace, vous êtes en train de me dire, assez limitée pour les laboratoires. C'est une vraie menace, mais elle reste limitée. D'autant plus limitée que je rappelle qu'aux États-Unis, en fait, les payeurs, qui sont principalement des payeurs privés, des assureurs privés, aux 2/3, ont déjà leur propre centrale d'achat. Et je peux vous dire que comme ce sont des sociétés privées, elles ont tout intérêt déjà à faire baisser très fortement les prix des médicaments. Donc il y a déjà une pression très forte à la baisse. Et pour le tiers restant, qui est la partie plus publique, donc Medicare et Medicaid, c'est pareil, il y a des centrales d'achat qui sont d'ailleurs souvent déléguées au privé. Donc nous, on n'a pas d'inquiétude économique concernant ce sujet. Il est vrai que pour des questions de momentum, c'est-à-dire d'appétit des investisseurs pour cette thématique, il peut y avoir quelques soubresauts. Après le Botox, on va parler des appareils dentaires. On va rester dans le secteur de la santé avec Align Technology. Alors, c'est un fabricant d'appareils dentaires nouvelle génération qui s'adresse notamment aux adultes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des bagues sur les dents. Non pas que les enfants et les adolescents adorent ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile lorsqu'on est un adulte d'avoir un appareil dentaire. Et donc, c'est pour ça que vous aimez bien cette valeur. Exactement. Align Technology, société américaine qui capitalise 21 milliards de dollars, donc quand même assez importante, qui a été créée en 97 par un étudiant. Enfin, il l'a créé avec une étudiante, donc ils l'ont cofondé à l'école. C'était quelqu'un en fait qui n'en pouvait plus de l'idée d'avoir des bagues sur les dents et trouvait ça pas joli, et donc a eu l'idée d'un système de gouttières évolutive qui permettrait, donc transparente, qui permettrait en fait de remettre en place les dents, de faire de l'orthodontie, mais sans que tout le monde puisse le voir constamment. Une parenthèse, les gouttières, ça existe déjà, mais on les porte la nuit, pour ceux qui en portent. Là, ce sont des gouttières qu'on porte tout le temps. Ceux qui le portent la nuit, c'est pour des raisons de bruxisme. C'est en général, c'est pour les gens qui serrent les dents la nuit, et donc on essaye de limiter la casse en mettant des gouttières. Là, c'est exactement d'un point de vue physique la même chose, simplement là, ça fait des pressions à certains endroits pour redresser les dents et donc les remettre de manière alignée. Pourquoi vous aimez bien cette valeur? On aime bien cette valeur, d'abord parce que c'est quand même un marché qui structurellement croît de 20% par an, donc c'est absolument gigantesque, c'est-à-dire le marché des gouttières. Aux États-Unis ou dans le monde? Dans le monde, donc 20% par an. Align, c'est encore plus, eux ils sont à 25% de croissance par an. Ils arrivent à faire une amélioration des marges assez régulière, et puis le taux de pénétration par rapport aux appareils classiques, c'est seulement 10% dans le monde. Donc ça veut dire que vous avez encore 90% du marché que vous pouvez adresser. Donc ces 25% de croissance, ils peuvent durer relativement longtemps. Et donc, comme il y a eu une petite inflexion sur la société ces derniers temps, c'est vrai que nous, on considère qu'il faut renforcer. C'est une position que nous avons depuis très longtemps, puisqu'on l'a depuis la création de notre fonds santé il y a maintenant 6 ans. On va parler d'un autre dossier américain important. Il s'agit de Boeing, avec probablement un nouveau contretemps avant la remise en service des Boeing 737 MAX. Selon l'agence Reuters, la direction américaine de l'aviation civile a découvert un nouveau dysfonctionnement potentiel sur le système anti-décrochage, donc le MCAS du Boeing 737 MAX. Et donc très logiquement, il réclame à l'avionneur américain des corrections techniques avant d'envisager une remise en service de l'appareil. J'ai envie de dire, ça n'en finit pas, hein. Ça n'en finit pas, et je ne sais pas si ça finira véritablement un jour, il faut voir. Mais c'est sûr qu'on avait eu plutôt une bonne annonce pour Boeing pendant le salon du Bourget, puisque on sait que AIG avait annoncé l'achat de 20, c'est 20, oui, c'est ça, de 20. AIG qui est donc la maison mère de British Airways et de Iberia, qui avait annoncé une grosse commande, et de Vueling, je crois également. Oui, de Vueling, exactement. Donc ils avaient annoncé cela, et donc ça avait été plutôt positif pour Boeing. Alors après, bon, il y avait quand même des rumeurs sur le fait que Boeing avait quand même accepté des rabais extrêmement importants. C'est-à-dire, il y avait le prix catalogue affiché, mais en réalité, compte tenu de la commande et du besoin de Boeing de se relancer, les prix acceptés étaient quand même relativement faibles. Là, c'est un nouveau coup d'arrêt, donc annoncé aujourd'hui. Donc, il va falloir voir l'impact. Ce qui est sûr, c'est que Boeing continue à produire ses avions. Donc, ils ont quand même 70% de leur carnet de commandes qui est sur ces avions-là. Donc, qui aujourd'hui sont bloqués et qu'ils ne peuvent plus vendre, qui ne peuvent plus décoller. Alors, ils ont réduit la production, mais ils continuent effectivement de produire je crois, une quarantaine par mois, donc c'est quand même assez significatif. Et donc, oui, c'est une vraie problématique pour Boeing qui est complètement enlisée dans cette situation. Et même la question est, est-ce que les gens un jour vont vouloir voler, même si les autorités réglementaires vont dire oui, on peut remettre cet avion dans les airs, est-ce que les gens vont vouloir le prendre? C'est ça. Est-ce que c'est pas le risque principal, puisque Boeing c'est du B2B, c'est-à-dire que Boeing vend aux compagnies aériennes, mais in fine c'est le consommateur qui va choisir ou non de monter dans cet appareil. Exactement. Donc, est-ce que les compagnies aériennes ont intérêt à avoir comme offre celle-là? Et mon sentiment à moi, c'est que non. Donc, vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui que cet appareil ne revole pas?
Oui, ça c'est certain. Ou en tout cas pas avec ce nom-là. Oui, peut-être pas avec ce nom-là, mais en tout cas c'est certain que c'est un vrai risque et donc il va falloir gérer ça pour Boeing. Mais j'imagine que là c'est une nouvelle déconvenue. Alors on n'a pas beaucoup de recul, donc là c'est un peu difficile de savoir l'impact. D'ailleurs l'impact boursier, je crois, est pas très important aujourd'hui. Enfin, en tout cas pré-ouverture tout à l'heure, c'était pas le cas. Mais clairement, bon, c'est quand même embêtant quand 70% de son carnet de commandes est cloué au sol, quoi. Alors le titre est en baisse, un petit peu moins de 3% de baisse pour le titre Boeing, moins 2,7% exactement. À l'instant, qu'est-ce qui peut soutenir le titre Boeing? Peut-être des commandes de l'État fédéral dans le domaine militaire, puisqu'il ne faut pas oublier, il y a aussi une division militaire qui est très importante. Oui, alors le soutien du gouvernement américain qui a quand même montré sa capacité à soutenir ses entreprises, c'est une des grandes volontés du président américain et c'est plutôt, comme on est plutôt en période électorale, plutôt une idée qu'il faudrait peut-être lui suggérer, mais j'imagine qu'il est déjà en train d'y penser. À vrai dire, je n'en sais rien, mais très clairement, oui, ça pourrait soutenir Boeing. Un dernier mot sur le coût de ce retard. Boeing avait annoncé un chiffre, il parlait d'1 milliard de dollars, mais ce chiffre a été annoncé il y a longtemps. Au début de la crise, lorsque les avions ont été cloués au sol, avec ce retard, on peut imaginer, on peut craindre qu'au final, ce sera beaucoup plus cher pour Boeing. Sans aucun doute. De toute façon, chaque minute qui passe leur coûte de l'argent. Donc je veux dire très clairement, il y a les anticipations initiales. Au moment où on a dit on cloue au sol, on regarde, on vérifie, on voit où est le problème et on voit si on peut mettre à jour les logiciels, former les pilotes pour qu'en cas de défaillance de leur système, ils puissent reprendre la main, puisque c'est une des grandes problématiques en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre la main quand ils enclenchent un certain système après le décollage. Enfin, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé lors des 2 crashs. Et donc, du coup, très clairement, ils avaient, j'imagine, timé cette période-là. Et puis là, on sent bien que c'est plutôt en train de glisser et de glisser dangereusement. Merci beaucoup Merci pour tous ces commentaires. On le rappelle, pour le Boeing 737 MAX, les appareils sont cloués au sol depuis le mois de mars dernier, après la mise en cause donc, du système anti-décrochage, qui serait, parce qu'on n'a pas les conclusions définitives, qui serait impliqué dans 2 catastrophes aériennes ayant causé la mort au total de 346 personnes. Merci beaucoup Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. On marque une pause et puis on ira au Nasdaq pour commenter la séance en cours avec Sabrina Quagliozzi. A tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.